Regardez Entrepreneur à la une avec Sensea. La gamme Sensea العناية الطبيعية. Regardez Entrepreneur à la une avec Timar. Timar, la référence logistique. Passez un bon moment en regardant Entrepreneur à la une, avec la gamme Topialis de SVR, le soin lavant qui remplace tous les autres. SVR, laboratoire dermatologique. Regardez Entrepreneur à la une avec Technocasa. Technocasa, bienvenue à la maison. Bienvenue dans Entrepreneur à la une sur CETV, la chaîne du club Entrepreneur. Alors aujourd'hui, nous sommes au Clubhouse de Gamart et on va vous parler d'un invité. Attendez. Avant tout, abonnez-vous s'il vous plaît pour ne rater aucun rendez-vous. C'est très simple, il suffit de taper le club Entrepreneur TV. Ça y est, c'est bon? Vous avez cliqué? Ok, je peux continuer. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un serial entrepreneur. On connaît bien au Club Entrepreneur, c'est quelqu'un qui est venu plusieurs fois, donc qui a 3 entreprises. On va parler un petit peu de cette adrénaline qu'il a à monter des entreprises, à les faire réussir, à les faire tourner. D'ailleurs, j'ai entendu dire qu'il allait en créer une 4e. Vous en saurez plus au cours de cette émission avec Melik Galetti. Je suis Melik Galetti, chef d'entreprise, opiniâtre, avec un soupçon d'altruisme, passionné par la vie et par pas mal d'autres choses aussi, le sport nautique par exemple. Mon film préféré c'est Mississippi Burning parce que ça retrace un petit peu un combat des Noirs à l'époque de la ségrégation aux États-Unis. Ma chanson préférée, je serais plus pour un chanteur préféré qui est Sting. J'adore toutes ses chansons. Si je devais en choisir une, ça serait Every Breath You Take. Mon sport préféré, c'est le tennis, que je pratique depuis très longtemps et que j'ai pratiqué pendant très longtemps. Et ma citation préférée, c'est parce que l'intuition est surhumaine qu'il faut la croire, qu'elle est mystérieuse qu'il faut l'écouter. Et moi, je rajouterais, et quand elle est sombre, c'est qu'elle illumine. Melik Galetti, bienvenue à CETV. Merci. Vous êtes une vieille connaissance du Club Entrepreneur puisque déjà vous avez été entrepreneur à la une lors de la 11e édition. Vous avez raconté votre histoire. Vous avez déjà fait le debriefing par 2 fois. La première fois lors du spécial Fadel Abdelkaifi et puis lors du 2e anniversaire du Club Entrepreneur. Vous avez aussi effectué le debriefing. Donc vous êtes une vieille connaissance. On rappelle aussi bien évidemment, et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, que vous êtes, on va dire, un serial entrepreneur. On va en discuter. Et puis aussi, il y a un autre truc qui vous distingue, c'est apparemment c'est votre côté vintage. Assez surprenant. Assez surprenant. Bon, on va essayer d'en savoir plus un petit peu tout à l'heure aussi. Alors, ce que je vous propose, c'est de démarrer l'émission avec votre intervention lors de l'Open Mic que j'ai eu le plaisir de vous réaliser. Donc, vous aviez parlé un petit peu, de donner vos impressions sur l'ambiance en fait de l'after networking. On regarde ça. Toutes les histoires que j'ai pu entendre ici sont de très belles histoires. Moi, je suis très friand de ça. Et on remarquera toujours qu'en réalité, l'entrepreneuriat ne vient pas d'une idée, mais c'est d'une vraie histoire, et une vraie histoire de vie. C'est pas une idée comme ça. Un matin, on s'est réveillé en se disant tiens, pourquoi pas? Non, pas du tout. Il y a toujours des liens avec ce qu'on a pu connaître dans notre passé, etc. Donc toutes les histoires, toutes les entreprises qui sont représentées ici, en réalité, c'est l'histoire d'une vie. Voilà. Bien sûr, oui, très intéressant. J'ai retrouvé une collègue à moi qui est en train d'ailleurs de déjeuner, qui travaille chez un concurrent, puisque dans mon métier que je fais, qui est celui du transport,
j'ai rencontré en effet cette jeune femme qui est également responsable commerciale d'un grand groupe de transport en Tunisie. Donc ça permet comme ça de pouvoir échanger les expériences. Et j'ai rencontré la dernière fois, lors de ma dernière venue, un groupe d'entrepreneurs qui avaient quelques petits soucis quant à arriver à trouver des équilibres en matière de gestion, etc., etc. On a commencé à en discuter. Une semaine après, je l'ai rencontré, il m'a dit, tu sais, notre discussion qu'on a eue a été très très intéressante et ça m'a permis de trouver des solutions. Donc voilà, comme quoi, hein, je suis pour que ce genre d'événements se multiplie encore de plus en plus et que ça permette vraiment surtout dans le contexte dans lequel on est, que ça permette vraiment de rassembler et de permettre aux gens de discuter, de raconter un petit peu leur quotidien. Vous aimez bien le club entrepreneur en fait, hein? Oui, d'une manière générale, j'aime tout ce qui se rapproche à l'entrepreneuriat et aux échanges d'expériences notamment. Parce que l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est une expérience. Créer son entreprise, on passe par différentes phases, différents obstacles et je trouve que c'est bien d'en faire profiter à la communauté. Ouais. Voilà. Et ça permet de quoi? De retrouver des connaissances, d'en faire de nouvelles? Voilà, d'abord de retrouver évidemment des connaissances et puis de faire un petit update un petit peu de la situation parce qu'on échange un petit peu sur nos entreprises. L'entrepreneur, vous savez, est quelqu'un qui est isolé dans son environnement, un petit peu isolé. Donc ce genre d'événement nous permet d'échanger un petit peu de nos expériences, un petit peu notre quotidien et ça permet également de pouvoir envisager de nouvelles connaissances et puis de nouvelles rencontres, enfin je veux dire de nouveaux contacts et de nouvelles idées dans nos entreprises, à mettre en place dans nos entreprises. Oui. Absolument. Souhaitons que les événements reviennent finalement pour pouvoir réassister en live, Ouais. personnellement, physiquement à ce genre d'événements. Parce que bon, maintenant il y a aussi quelques événements virtuels. Alors, on va parler de votre parcours, de votre parcours entrepreneurial, mais avant d'entrer dans la discussion, ce que je vous propose, c'est de revoir un petit peu ce que vous aviez raconté à l'époque pour lancer votre première boîte Eco-Oléo. Je suis parti faire mes études à Paris. J'ai intégré un cabinet des études d'économie avec une spécialisation finance et plus exactement expertise comptable et commissariat aux comptes vers la fin en tout cas. Et mon objectif était toujours de monter ma propre structure. Je voulais absolument être à la tête de ma propre structure, créer mon propre monde et ça passait forcément par la phase entrepreneuriale. Mais pour ça, il a fallu que j'ai une petite expérience professionnelle et j'ai intégré un cabinet de conseil à Paris, d'audit plus exactement, et je me suis fait des amis là-bas. J'avais eu envie, avec un ami en tout cas avec qui je travaillais, de monter une structure qui était de créer des fermes éoliennes. À l'époque, on en parlait beaucoup en France, partout sur toute la France. J'ai réussi à obtenir un rendez-vous, donc c'était très très difficile, avec la personne qui était en charge de la filière de l'éolien en France, qui était responsable de ça en tout cas. Je sors de ce rendez-vous, je me mets une cigarette dans la bouche, j'appelle mon ami pour lui expliquer qu'en fait c'est mort et que ce projet-là était mort-né, que c'était impossible, et j'avais pas de feu. Et je trouve un groupe d'étudiants à côté qui, eux, en tout cas, étaient en train de fumer. Et je les entends parler, et ils parlaient, en fait, c'était des étudiants qui étaient en fin d'études, qui terminaient leurs études dans une école de commerce, et comme projet de fin d'études, ils faisaient la récupération, enfin ils faisaient un projet de fin d'études qui consistait à organiser la récupération des huiles alimentaires usagées et de les transformer en biocarburant. Donc j'ai commencé à discuter avec eux, à échanger un petit peu à propos de ce projet, et je trouvais ce projet très très intéressant, un peu venu de nulle part, on n'était pas du tout au courant, c'était l'époque où on n'en parlait même pas à la télé. Donc je commence à leur poser quelques questions, et là ils m'expliquent en fait que la semaine d'avant, ils étaient passés par une entreprise qui existait dans le sud de la France et qui avait mis en place cette structure. Le lendemain, à 8 h du matin, j'ai le directeur général qui me répond et qui me dit « Ça tombe bien, je suis à Paris, si vous voulez, on se voit pour le déjeuner. » Et je lui dis « Je suis d'origine tunisienne et je serais très intéressé pour étudier en tout cas la faisabilité de ce projet en Tunisie. » Et là, il me regarde et il me dit « Eh bien écoute, si tu le fais, on le fait ensemble. » Je suis venu ici en Tunisie, on me fait aussi aller, venir, etc., etc. Bref, je vous ai parlé les détails. Et à la fin, on décide, finalement, j'obtiens une autorisation pour mettre en place la filière. Et là, je suis heureux comme tout, je quitte Paris, mais alors en même pas une semaine, je liquide tout ce que j'ai là-bas, etc. Et je rentre ici en Tunisie et je démarre le projet.
Alors je vous invite vraiment à aller voir sur la page Facebook du Club Entrepreneur ainsi que sur sa chaîne YouTube l'intégralité du passage de Melik Guelletti lors des différents Club Entrepreneur. Mais là je veux aller un peu plus loin, donc la décision que vous avez eue dès le départ de switcher. Vous avez un poste bien établi en France, à Paris, dans une entreprise. Voilà, audit, voilà, contrôle de gestion, comptabilité, c'est là où vous étiez destiné dès le départ pour vos études, et puis tout d'un coup, tac, rentrer en Tunisie en... Alors destiné dès le départ, oui, ça a été plutôt ça a été l'objet de ma formation, mais je n'ai jamais été destiné à travailler dans ce secteur d'activité. C'était pour moi quelque chose, bon déjà c'était mon premier emploi, donc je m'y ai accroché et j'y ai trouvé quand même quelques intérêts. Il y avait un plan de carrière pour vous aussi. Oui, je n'envisageais pas en tout cas un plan de carrière dans ce domaine d'activité. Moi mon objectif a toujours été de créer ma propre entreprise. Ça a été un leitmotiv pour moi dès le départ, et ça a été d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai choisi ces études, cette branche-là, parce qu'on avait une très bonne formation en effet en finance, en comptabilité, en droit également. Et puis l'audit permet d'acquérir une certaine expérience puisqu'on est là à faire des contrôles et à vérifier un petit peu les comptes des entreprises, les comptes de nos clients, vérifier les procédures, etc. Qui sont mises en place par nos clients. J'ai toujours été guidé par l'intuition beaucoup plus que par la rationalité de l'analyse. Pour moi, j'avais cette intuition de vouloir créer ma propre entreprise, vouloir créer mon propre monde professionnel, et c'est ça qui m'a poussé dans le cadre d'une opportunité, parce que c'est une opportunité qui s'est offerte à moi. Je n'ai pas quitté, j'ai construit. Je suis parti pour construire, voilà, plus exactement. En fait, tout a commencé avec les sandwichs. Ah oui. À l'internat, oui, voilà, c'est ça. Ouais, j'avais un petit peu toujours cette envie comme ça de vouloir créer de la valeur. Évidemment, si ça permettait de pouvoir gagner un petit peu d'argent de poche, oui, c'était toujours le bienvenu. Mais j'ai toujours voulu comme ça un petit peu créer de la valeur. J'estime que c'est ce qui nous permet d'exister. Voilà. Ça a toujours été pour moi quelque chose qui me permettait d'exister, le fait de créer, le fait d'être créatif, le fait d'imaginer, le fait de penser, de réfléchir, etc. À quelque chose me permettait de pouvoir prendre pied dans un environnement, et ça a toujours été mon leitmotiv, oui. C'est ce qui m'a poussé à entreprendre en tout cas. Et justement, cette soif d'aventure, Melik, c'est aussi non seulement rentrer en Tunisie, mais aussi aller au Maroc, donc voilà, on va voir l'extrait où vous avez raconté un petit peu comment tout cela s'est passé. En 2011 arrive la Révolution. Et là, couvre-feu à 5 h de l'après-midi, plus d'hôtels, plus de restaurants, plus personne, plus de tourisme, il n'y avait plus rien. Mes salariés avaient les bras croisés, on n'avait plus du tout de volume, on n'arrivait plus du tout à collecter, c'était quasiment impossible, j'étais dans une impasse, mais totalement. Et un coup de chance incroyable, je me souviendrai toujours, c'était le 19 janvier au matin. Donc je vous explique, il y a eu le 14 janvier, 5 jours après, je ne savais pas comment on allait trouver une solution là-dessus. Et je reçois un coup de téléphone. Et il y a un type qui au téléphone me parle dans un espèce d'arabe que je ne comprends absolument pas. Et je le fais répéter à chaque fois, 5-6 fois, les mots, etc. Je ne comprenais pas, j'étais passablement énervé. Mais à un moment, il y a un mot que j'arrive à choper comme ça, enfin 2 mots plus exactement, c'est Maghreb et McDonald's. À un moment, quand il a compris que je ne comprenais pas, et il me dit, je vais vous rappeler, il me le dit en français, ça. Je vous rappelle, tac, il raccroche. Et là, je retourne, si vous voulez, on a vraiment la tête dans le guidon, parce que c'était une époque où on ne savait pas du tout comment on allait arriver à sauver la société, etc. Je m'assois à mon bureau, et je me mets à réfléchir comme ça, et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce coup de téléphone? Et le type ne me rappelait pas. Et je regarde sur Internet, j'étais jamais allé au Maroc, et je vois qu'en effet, au Maroc, il y a McDonald's, chose qu'on n'a pas en Tunisie. Alors je vous explique, McDo, dans mon secteur d'activité, c'est comme si demain, vous ouvriez une structure pour distribuer des boissons gazeuses, et que Coca-Cola signe un contrat avec vous de distribution. Donc c'est absolument énorme pour nous. Dès que j'ai appris qu'on avait remporté l'appel d'offres, je m'assois au McDo, et je n'avais absolument aucune idée du tissu économique marocain. Et je vois un type rentrer au McDo avec un chariot comme ça et tous les produits McDo. Et je regarde le manager McDo et je lui dis, mais c'est qui celui-là? Il m'a dit, c'est notre transporteur qui est venu nous livrer notre marchandise. Je lui dis, mais passe-moi le bon de livraison. Je regarde, je vois le numéro, j'appelle la société, je demande à parler à la direction générale, on se rencontre et on finit par créer cette structure-là au Maroc.
Et ce partenaire, c'est le porte-étendard du transport et du freight forwarding au Maroc, qui lui-même s'est implanté par la suite en Tunisie. Donc quand il s'est implanté en Tunisie, il a fait appel à moi, même chose, pour nous implanter ensemble ici en Tunisie. Donc je commence un petit peu à les coacher, à les accompagner et tout. Et au fur et à mesure de l'accompagnement, je commence un petit peu à m'intéresser d'ailleurs au secteur d'activité que je ne connaissais absolument pas. C'est le monde médical, c'est-à-dire il y a une technicité que je n'ai absolument pas. Et au fur et à mesure de cet accompagnement, à la fin, ils me proposent de rentrer avec eux. Et là, je leur réponds, comme j'ai répondu d'ailleurs dans tous ces échanges et toutes ces rencontres que j'ai pu avoir, quand j'investis ou quand je m'investis dans quelque chose, j'en fais mon métier. Alors Mélick Galetti, on a bien compris, hein, ce qui vous caractérise, c'est votre soif d'entreprendre, mais aussi quand même une sacrée baraka. Hein. Alors oui, je pense que c'est une combinaison d'un certain nombre de choses. Je crois que je suis jusqu'au boutiste, c'est-à-dire dès lors qu'il y a une opportunité, je l'exploite et j'essaie de l'exploiter à fond. Je pense qu'on est tous confrontés, on est tous amenés à voir le train de la chance qui passe devant nous. Maintenant, à savoir si on monte dedans ou pas. J'ai eu cette chance, en effet, de mettre en place dans mon environnement personnel la possibilité de pouvoir aller jusqu'au bout de ce que je voulais exploiter. Oui. Bon, jusqu'à maintenant, en tout cas, ça m'a plutôt réussi. Après, il y a évidemment, c'est une manière aussi un petit peu de se mettre en danger. Hein, attention, hein, c'est pas quelque chose. Donc ça a été, ça nous met un petit peu. C'est à la fois stimulant, mais en même temps, c'est un petit peu parfois inquiétant et parfois angoissant aussi de partir comme ça un petit peu à l'aventure. Ça a été jusqu'à maintenant, en tout cas, très excitant dans ma vie professionnelle. Alors, est-ce qu'on se met en danger beaucoup plus facilement lorsqu'on sent quelque part qu'on est en fin de cycle ? Oui, un petit peu. En tout cas, quand on se cherche un second souffle, oui, on se met beaucoup plus en danger et on est amené à prendre beaucoup plus de risques. Mais si vous voulez, c'est un espèce de cercle comme ça on a l'impression, c'est pas qu'on tourne en rond, mais on a l'impression un petit peu de recommencer. Je mettrais à ça. Je crois que ça fait partie de la folie en fait. La folie, c'est quoi? C'est de refaire les mêmes choses en espérant un résultat différent. Voilà. Voilà. Si je peux résumer un petit peu tout ça, c'est un petit peu la folie entrepreneuriale. Ouais, mais les Galetti, bien évidemment, ok, mais je suppose que vous ne craquez pas souvent aussi, parce que je suis sûr et certain que vous avez dû en avoir des rencontres avec des propositions. Beaucoup, il y a eu beaucoup plus de propositions qui n'ont pas donné suite que des propositions qui ont par la suite donné suite. Oui, alors c'est quoi? C'est le feeling? C'est le nez? C'est quoi? Voilà, je pense que, voilà, d'abord, j'aime bien quand je m'investis dans quelque chose, d'en faire mon métier. Donc j'ai besoin d'abord de comprendre exactement. Et puis je pense aussi qu'aucune décision ne se justifie sans un réel combat. Être prêt à, en tout cas, rentrer dans un combat. C'est ça. L'entrepreneuriat, c'est ça aussi. Hein, c'est combattre. C'est l'idéal d'un guerrier. Voilà. Quand on se lance dans quelque chose, on y va en mode guerrier pour pouvoir se battre et prendre une place dans un domaine, dans un marché, dans un secteur, dans un environnement. Et pour ça, ça fait partie en tout cas des éléments, des composantes qui me poussent à prendre la décision d'y aller, d'aller au front ou pas. Ouais. Alors, la chance aussi, c'est lors d'un des Afterwork Networking, donc c'était en décembre 2019, était présent Cristiano Petrosino, oui. Voilà, et il avait fait donc ce témoignage qu'on va regarder. Maintenant, moi, je voudrais vous parler de quelque chose d'un petit peu plus personnel. Je suis dans une activité. Qui a fait que j'ai dû, ou que nous avons dû, proposer à une personne qui n'est pas tunisienne, mais qui l'est de cœur quand même, de nous rejoindre en Tunisie. Alors cette personne est à contre-courant, hein, parce qu'on a plus tendance en ce moment à avoir des gens qui ont tendance à partir, plutôt que des gens qui ont tendance à venir s'installer. Et j'aimerais qu'il vienne nous parler juste un petit mot comme ça, 2 mots même, pour nous expliquer ce qui lui a donné envie de revenir ici en Tunisie, dans cet environnement entrepreneurial qu'on connaît tous. Monsieur Cristiano Petrosino, qui est le directeur général de Timar. Merci de venir sur scène, s'il te plaît, Cristiano. Alors, il parle français, il est d'origine italienne et il est tunisien de cœur. Et bonsoir à tout le monde. Hein. Écoutez, je ne sais pas prévu, je ne sais pas quoi dire, où je regarde. En tout cas, je crois que dans tous ces bouleversements tunisiens, ça fait 20 ans que je passe ma vie entre la Tunisie et le Maroc, et qu'elle a cité tout à l'heure, je crois par là. Donc,
Je crois qu'en Tunisie, il y a beaucoup de bonnes choses à faire. En tout cas, les choix, pour moi, c'était rentrer en France, vivre au Maroc. Et j'ai eu la chance de rencontrer ce monsieur-là. Ce monsieur lui a vraiment le corps tunisien. Il a vraiment envie de créer quelque chose, un enthousiasme contagieux. Et moi, personnellement, voilà, je suis rentré réellement la Tunisie, la qualité de la vie, on vit pas mal ici, mais surtout pour ce monsieur qui a une envie de performer, de réussir pour la Tunisie. Et bon, je suis franchement très content d'être là juste pour lui. Voilà, tout ce que je veux te dire. Voilà donc Cristiano qui est votre associé ou qui explique-nous un petit peu votre relation avec lui. Alors je ne sais pas pourquoi il est. Non, pas du tout. Cristiano n'est pas associé de Timar Tunisie. Nous sommes deux associés dans Timar Tunisie, le groupe Timar et moi-même. Et Cristiano était le numéro 3 du groupe Timar. Il était directeur des routes du groupe Timar. Et il avait eu, pour des raisons personnelles, avait dû quitter le groupe Timar en 2018. Et Timar Tunisie avait besoin d'un profil comme Cristiano. Et on s'est mis d'accord ensemble. Enfin, j'ai dû aller à plusieurs reprises le rencontrer. Il s'était installé en France. J'ai dû à plusieurs reprises partir en France, le rencontrer pour pouvoir le débaucher de l'endroit où il était en France et le ramener chez nous, chez Timar Tunisie, au grand bonheur de Timar Tunisie. Parlez-nous un petit peu de votre réflexion maintenant par rapport à l'environnement business en Tunisie. Parce que là, déjà, ouvrir une boîte, des fois, c'est pas évident, mais en ouvrir 3... Oui, disons c'est un challenge, voilà, c'est un challenge. Je ne suis pas sûr que ça soit une question d'ouvrir une boîte ou 2 ou 3 ou d'être un entrepreneur ou un serial entrepreneur. Je pense qu'on est entrepreneur ou pas, voilà. Qu'on ouvre plusieurs boîtes, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je pense qu'il y a la folie entrepreneuriale derrière. Après, c'est vraiment mettre en place une organisation. Moi, c'est ça qui m'excite dans l'entrepreneuriat, c'est mettre en place toute une structure, un schéma d'activité et de m'inscrire dans un environnement, dans un écosystème. Ça, pour moi, c'est ce qui m'a toujours... Ça a été ma dynamique. L'environnement business en Tunisie a connu beaucoup d'obstacles, beaucoup d'éléments exceptionnels extérieurs à ça qui sont venus. Il y a la composante politique, il y a la composante sociale, la composante également régionale, parce qu'on s'inscrit dans une région qui est un petit peu compliquée, difficile en ce moment. Je vais vous parler peut-être de mes secteurs d'activité. Le transport, par exemple, c'est un secteur d'activité qui est très complexe dans la mesure où il y a plusieurs segments d'activité. Et notre travail, toute la problématique, c'est d'arriver à gérer l'intégration de tous ces segments d'activité entre eux. Nous, par exemple, on est dans le freight forwarding. Le produit qu'on propose à nos clients, on a peut-être 30 à 40% de taux d'intégration en propre. Tout le reste, c'est lié à la compagnie maritime, aux autorités portuaires, aux différents sous-traitants, aux différents intervenants dans tout le processus du produit que nous proposons à nos clients. Et toute la difficulté est là. On est dans un environnement business où malheureusement, parfois, ça manque de fluidité. Voilà, tous ces segments, pour arriver à créer une véritable interférence entre eux, ça manque un petit peu de fluidité. Et tout le jeu est d'arriver à essayer de combiner tout ça ensemble. Et voilà, parfois c'est compliqué, parfois c'est plus facile. Alors ce qui va m'intéresser dans la deuxième partie de l'émission, en fait, on va y revenir plus en détail, Melik Galetti, c'est aller voir un petit peu plus vos activités professionnelles, donc votre secteur d'activité, aussi votre implication dans des organisations comme le CJD, vos perspectives de développement et surtout comment on fait mentalement pour pouvoir gérer 3 boîtes en même temps qui sont dans des secteurs complètement parallèles. Hein. Donc voilà, je vous laisse le temps de réfléchir après ceci.
Regardez Entrepreneur à la une avec سنسيا. La gamme سنسيا العناية الطبيعية. Regardez Entrepreneur à la une avec Timar. Timar, la référence logistique. Passez un bon moment en regardant Entrepreneur à la une, avec la gamme Topialis de SVR, le soin lavant qui remplace tous les autres. SVR, laboratoire dermatologique. Regardez Entrepreneur à la une avec Technocasa. Technocasa, bienvenue à la maison. Alors, Melik Galetti, donc 3 entreprises de secteurs complètement différents. Habituellement, lorsqu'on crée des entreprises différentes, c'est dans le cadre d'un groupe. Donc, on a une entreprise qui gère une activité en amont, une autre en aval et puis d'autres au milieu. Mais vous, c'est 3 trucs complètement différents. Donc, déjà, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir votre structure mentale pour pouvoir gérer tout ça. Je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire que normalement c'est censé être transversal. Pour mon cas à moi, non du tout. J'ai toujours été guidé par l'envie et par l'intuition. J'ai eu pas mal de rencontres, la vie m'a permis de rencontrer pas mal de gens, pas mal d'opportunités, pas mal de choses comme ça. Je m'intéresse beaucoup aux différents secteurs. J'ai pas une prédominance particulière pour une chose en particulier. C'est mon intuition. Voilà. Quand je sens qu'il y a quelque chose à faire, je m'y engage, je m'y mets, j'en fais mon métier, j'apprends. J'essaie de comprendre un petit peu et surtout ce que je peux apporter, l'édifice que je pourrais apporter, enfin ma petite pierre à l'édifice en tout cas que je pourrais apporter au secteur en question. La distribution de matériel médical, c'est suite à une rencontre que j'ai eue avec deux jeunes biologistes. Ils m'ont intéressé, ils m'ont donné envie de démarrer quelque chose avec eux. Le transport, c'est un petit peu par la force des choses parce que je me suis implanté dans un pays où j'ai dû trouver un partenaire. Ce partenaire-là s'implantait en Tunisie. J'ai dû également m'intéresser un petit peu à l'activité de transport et ça m'a donné envie de relever ces défis-là et j'ai senti que je pouvais apporter quelque chose dans cet écosystème. Voilà, Mais en fait, le secret, c'est quoi? C'est l'organisation, c'est le process? C'est le process, c'est l'organisation, c'est une vision. Enfin, je pense en tout cas, c'est surtout s'entourer des bonnes personnes. Oui, voilà, on parlait de Cristiano tout à l'heure. Je pense que c'est surtout s'entourer des bonnes personnes et puis l'envie surtout l'envie et puis avoir un esprit créatif, imaginer, toujours être là dans l'imagination, la créativité, essayer avec la volonté de vouloir changer les choses. On ne s'inscrit pas dans quelque chose de figé, d'existant. On s'inscrit dans quelque chose pour le faire vivre. En plus de ça, j'ai même entendu dire que, dire que vous avez même démarré une 4e activité. Oui, là. Oui, depuis début janvier, c'est un peu exclusif, mais depuis début janvier, on a créé une 4e structure qui, elle, autour de l'IT et de l'ingénierie informatique, qui s'inscrit en fait dans la réorganisation du travail, issue ou due en tout cas à la période qu'on a connue, la période Covid, où on a parlé de télétravail, etc., des échanges d'informations, de communication, des nouveaux systèmes de communication qu'il y a au sein de l'entreprise et de la nouvelle réorganisation du travail qu'il y a au sein des entreprises. Oui. On s'inscrit là-dedans et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et là encore, la source vient d'une réflexion, d'une imagination, d'une création derrière et l'envie surtout de mettre en place quelque chose et de s'inscrire là-dedans. Voilà. En fait, si je comprends bien, vous êtes un grand positif parce que la plupart de vos structures, vous les avez créées après 2010 donc avec tous les soubresauts qu'ont connus l'activité et les entreprises depuis cette date. Moi je pense que dans tout environnement il y a des opportunités, quelle que soit la situation, quel que soit le contexte, la conjoncture dans laquelle on est, il y a toujours des opportunités. Je crois à la destruction créatrice. La destruction créatrice. La destruction créatrice, il me semble que comme ça de mémoire, c'était Schumpeter qui avait créé ça, qui avait parlé de ce concept-là, c'est-à-dire qu'à toute croissance économique, ça créait une destruction, mais cette destruction permettait d'être également créatrice. On a connu un environnement stable et par la suite on a bercé dans une forme d'instabilité et cette instabilité
crée cette volonté de vouloir restaurer une stabilité. Et cette volonté de vouloir restaurer une stabilité, finalement, nous permet est créatrice de projets, de structures, et on a envie de structurer les choses, de mieux les structurer. Alors surtout vous, hein, parce que bon, c'est-à-dire que pour vous, ce qui s'est passé avec la Covid, c'est rien du tout, parce que bon, vous avez connu avec Ecoléo déjà depuis 2010, arrêt des restaurants, diminution de l'activité hôtelière, donc plus de matières premières. Plus de matières premières, Ecoléo Maroc, voilà. Plus de matières premières, une opportunité, Ecoléo Maroc, ça a permis de pouvoir équilibrer les choses. Et voilà, il faut trouver d'autres sources de matières premières, donc ressourcer un petit peu les choses, trouver du sourcing là-dessus, revoir les schémas d'activité, revoir l'organisation structurelle de l'entreprise, du produit également qu'on propose à nos clients. Et puis tout ça est source de créativité, et ça nous a permis de pouvoir nous adapter à la situation. Et c'est vraiment une très très bonne expérience pour le coup. Autre chose, vous avez osé rentrer dans le secteur des transports, qui est un environnement hyper concurrentiel, avec des gens et des entreprises qui sont bien établies depuis, je vais même dire des décennies. Hein. Là aussi, c'est quoi? Alors d'abord, je ne suis pas rentré seul, je suis rentré quand même avec un groupe qui est lui-même bien établi. Le groupe Timar, c'est aujourd'hui plus de 12 filiales en Afrique. C'est un groupe qui est coté en bourse. Ils n'étaient pas établis en Tunisie. Non, ils n'étaient pas établis en Tunisie, mais c'est quand même un groupe qui est assez important, et qui a des process, et qui a aussi une base de clients, de partenaires, etc., qui ont participé à la mise en place à sa mise en place, en tout cas en Tunisie. Donc déjà, j'étais pas seul. C'est un élément important. Après, oui, c'est vrai que le marché tunisien est un marché extrêmement concurrentiel. Mais encore une fois, quand on fait appel à la création, quand on cherche à s'implanter dans un secteur, on ne vient pas s'implanter dans un secteur pour s'implanter dans le secteur. On vient s'implanter dans un secteur parce qu'on pense qu'on peut apporter quelque chose de plus dans ce secteur. Et c'est dans cet état d'esprit-là que Timar s'est implanté en Tunisie. Voilà. On se positionne, mais en même temps on propose d'autres formes de solutions, de produits à nos clients qui n'étaient pas forcément proposés en Tunisie, ou en tout cas bien proposés en Tunisie. Et ça nous a permis de prendre notre place. Parce qu'en général, hein, on voit un petit peu dans différents secteurs d'activité, lorsqu'il y a un nouveau qui débarque, premier réflexe, benchmarking des prix, on casse les prix, mais bon, je suppose que vous êtes rentré avec une autre valeur, quoi. Une autre valeur, exactement. D'abord, d'autres solutions qu'on pouvait proposer. En Tunisie, on a le sentiment que les secteurs sont saturés. En réalité, ils ne sont pas si saturés que ça. Il y en a d'autres qui sont très très peu exploités. En matière de transport, par exemple, la partie logistique, qui est un support au transport, est très très peu exploitée en Tunisie. Et on s'inscrit là-dedans. Et le groupe Timar lui-même s'inscrit là-dedans, puisqu'il a créé un partenariat avec la société Loges, qui est un des mastodontes de la logistique en France. Et on envisage, avec la solution de ce partenariat-là, de s'implanter également en Tunisie. Donc voilà notre porte d'entrée. Donc on a la possibilité de proposer à nos clients aujourd'hui des services qui n'étaient pas avant proposés sur le marché local et adossés au transport. Donc ça nous permet également de mieux vendre le transport, qui lui, en revanche, oui, je suis d'accord, est un secteur plutôt saturé. Mélick Gheleti, au-delà des 3 entreprises, la 4e toute nouvelle, hein, on rappelle aussi que de 2013 à 2020, donc, vous avez fait partie du CJD, et même entre 2018 et 2020, vous avez été vice-président du CJD. Est-ce que vous trouvez le temps? Bon, la vie, en tout cas, m'a permis d'avoir le temps de pouvoir le faire, mais mon implication au sein du CJD fait partie de mon quotidien d'entrepreneur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui va avoir une vision pour une activité et va essayer de fédérer les gens autour de ça. On est là, on défend une vision, on revendique en tout cas une vision, et le CJD, c'est un petit peu aussi la même chose. C'est un petit peu la même chose. On a une vision pour les jeunes entrepreneurs. Je ne sais pas si on peut appeler ça une association, mais en tout cas c'est un groupement représentatif des jeunes dirigeants d'entreprise, et on se retrouve là et on défend une cause, et on revendique en tout cas une cause, la cause du jeune entrepreneur. Oui. Un jeune dirigeant d'entreprise est quelqu'un en général de très très isolé. Il n'a pas encore la totale confiance en lui de la réussite, ce que procure la réussite.
et donc se remet en question en permanence et se pose plein de questions quant à son avenir, et il épargne un petit peu son avenir, parce que si on ne réussit pas, il faut tout recommencer, et puis recommencer les choses, tout depuis zéro. C'est pas comme quelqu'un, par exemple, qui a intégré une société en tant que salarié, j'entends, et puis bon, ça n'a pas fonctionné dans cette société, va aller sur le marché de l'emploi, trouver une autre place dans une autre entreprise, et puis construire comme ça son plan de carrière. Là, quelqu'un qui crée sa structure, si la structure ne tient pas la route après, il doit tout recommencer, tout. Et c'est toute sa vie qui recommence. L'entrepreneuriat n'est pas un long fleuve tranquille, surtout dans ces périodes actuellement très fluctuantes. Il y a pas mal de déséquilibres en ce moment. C'est vrai que c'est compliqué d'arriver à avoir déjà... L'entrepreneuriat est lié à une vision, et c'est difficile d'investir dans un domaine, ou en tout cas de s'investir soi-même dans l'entrepreneuriat, tant qu'il n'y a pas une réelle vision et on ne sait pas ce qu'il va en devenir de l'avenir. Mais là encore, je pense qu'il y a aussi dans ce contexte-là, je pense qu'il y a des opportunités à saisir. J'en suis même persuadé, et je pense que la folie entrepreneuriale pousse l'entrepreneur aujourd'hui à essayer de voir de quelle manière il peut essayer. Vous savez, un entrepreneur, ce qui le pousse également, c'est avoir ce sentiment de pouvoir participer à la schématisation de l'avenir. Voilà. Quand on s'inscrit dans quelque chose, on a envie de faire évoluer les choses, on a envie de construire son monde, et on a envie de diffuser la manière dont on voit son propre monde. Un entrepreneur doit nécessairement avoir un instinct de survie, parce que bon, il faut rappeler qu'une très grosse majorité d'entreprises en Tunisie ont moins de 5 personnes. Donc c'est vraiment pratiquement... pour beaucoup des entreprises unipersonnelles, ou alors 2-3 personnes maximum, quoi. Donc pour pouvoir survivre par les temps de crise et pour pouvoir dépasser les craintes et les doutes, il faut vraiment revenir à cet instinct de survie et essayer d'avoir les yeux ouverts. Mais on l'a toujours, de toute façon, cet instinct de survie. Dès lors que entreprendre quelque chose, c'est aussi se préparer à mener un combat. C'est l'idéal, encore une fois, d'un guerrier. C'est être prêt à mener un combat. Quand on est prêt à mener un combat, on a forcément un instinct de survie. L'écosystème de l'entrepreneuriat tunisien, comme tu viens de l'expliquer, c'est-à-dire que c'est beaucoup comme ça de petites entreprises, c'est aussi, en étant des petites entreprises comme ça, une plus grande faculté d'adaptation au contexte, à la conjoncture. La PME tunisienne, par rapport aux 10 dernières années qu'on a connues, avec ces fluctuations vraiment de la conjoncture, a réussi quand même à s'armer par rapport à ça et à s'adapter par rapport à un contexte. Alors oui, c'est très difficile, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui est très compliqué. Ça nécessite une très grande réflexion, mais je pense que la passion permet de pouvoir sauter ces obstacles-là. Ouais. Et c'est cet instinct de survie, quelque part, qui vous a poussé un petit peu en 2010, aller vous implanter quelque part au Maroc, lié à la chance aussi, mais c'est aussi ça aussi, non? Oui, un petit peu, oui, bien sûr. On a toujours, cet instinct de survie est toujours présent. D'ailleurs, quelle que soit la chose dans laquelle on avance, parce que comme on prend des risques, on a tendance à prendre des risques, on mesure quand même un petit peu les risques, on ne le fait pas comme ça, c'est pas suicidaire non plus. Donc on a toujours cet instinct de survie, et on se demande toujours si on a une capacité de pouvoir se retirer à temps, ou alors de se rétracter à temps pour ne pas chuter, ou pour ne pas... Mais c'est ça qui crée un petit peu la passion entrepreneuriale. C'est l'adrénaline. C'est l'adrénaline que ça orchestre, tout ça, oui, bien sûr. Oui. Bon, allez, on a été trop sérieux jusqu'à présent, on va jouer maintenant. Avec grand plaisir. Bon, alors on attaque la série de questions. Une fois n'est pas coutume, ou heureux comme Abdallah en France? Non, heureux comme Abdallah en France et en force. Alors rappelle que c'est là aussi c'est quelque part la famille. Oui, tout à fait. Oui. C'est le livre de c'est le livre de mon frère que mon frère vient de sortir, qui est extraordinaire. Je viens de finir de le lire là, et je suis très fier, vraiment très fier d'être son petit frère. Et
C'est vraiment une grande fierté pour nous, pour moi, pour ma famille. Et je l'encourage, lui, pour le coup, non pas de créer 5, 6, 7, mais d'écrire 5, 6, 7, 10 bouquins, parce que je trouve qu'il est extrêmement doué pour ça. Ok, alors high-tech ou vintage? Oh là 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 là, j'ai jamais compris cette histoire de vintage. High-tech, forcément, mais vintage, pourquoi pas? Si vintage, ça vient, cette histoire de vintage? Si vintage, je sais pas. Si vintage sont liés aux repères que j'ai dans ma vie, je dirais vintage. Qui dit vintage dit old school, dit gdim, quoi, en tunisien. Ouais. Quoi. Je sais pas d'où ça vient. C'est peut-être ma culture musicale. Moi, j'aime beaucoup Sting, j'aime beaucoup Pink Floyd, j'aime beaucoup U2. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand j'en parle avec mes neveux et nièces, ils ne connaissent pas, ou alors ils en ont comme ça vaguement entendu parler. Mais non, je j'ai pas le sentiment d'être vintage. Je sais pas. Je dirais plus high tech. Allez. J'aime bien hein, les téléphones, les machins, les iPads, etc. Tripoter un petit peu, regarder un petit peu. J'aime bien ça. J'aime bien tout ça. La belle ou la bête? Ah, la bête. Il y a une certaine beauté chez la bête. La belle, elle est trop exposée. Ça n'a aucun intérêt. Ok, tennis ou baseball? Non, tennis. Et comment? Pourtant, c'est bizarre. Hein, je suis allé sur votre page perso, hein, donc j'ai regardé votre à propos, j'ai regardé les pages que vous avez aimées, il n'y a aucune page de tennis. J'ai vu que vous aimiez le baseball et vous avez mis j'aime sur une équipe de basketball. Donc, Oui, forcément, j'aime bien regarder le basket, le foot également, mais le tennis, c'est mon petit jardin secret. Mes premières bandes d'amis étaient liées au tennis, les premiers tournois, les premiers challenges de ma vie, c'était des tournois de tennis et des matchs de tennis. Non, pour moi, je ne raterais, quand j'habitais en France, j'allais tout le temps à Roland-Garros, etc. J'ai été passionné, je suis toujours passionné par le tennis, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Bon, alors je vais improviser un que je n'avais pas préparé avant, c'est lift fond court ou service volé? Non, service volé. Ah oui, j'évite que le point dure trop longtemps. En général, je serre et je monte directement à la volée pour pouvoir conclure le point, oui. Bon, bah voilà, on a eu une petite idée sur vous. Merci. Merci beaucoup, Melik Gheleti. Le mot de la fin, tiens. Ah, je crois qu'il faut faire les choses avec passion. La vie, on ne vit qu'une seule fois. Et autant le faire entièrement et avec passion. C'est très important. Et être très créatif. Et avoir toujours confiance en sa capacité à pouvoir changer les choses. Ça, c'est je pense, un élément essentiel. Voilà. Maintenant, je pense pas que je sois vraiment... j'ai vraiment cette capacité de pouvoir donner des conseils ou un truc comme ça, mais en tout cas, c'est comme ça que moi j'ai vécu les choses. Vraiment. Merci beaucoup Melik Gheleti de nous avoir accordé votre temps. Merci au Clubhouse Gamart de nous avoir accueillis dans ce très joli décor. Merci aux partenaires de cette émission pour nous avoir soutenus. Vous aussi soutenez-nous, hein. Cliquez ici sur la page Facebook, YouTube, Instagram, voilà, pour être tout le temps au courant. Et merci Selim Hafseya pour avoir préparé cette émission. Et donc voilà, je vous invite à déjà aller regarder toutes les anciennes vidéos du Club Entrepreneur et à la prochaine. Regardez Entrepreneur à la une avec Sensea. La gamme Sensea العناية الطبيعية. Vous avez regardé Entrepreneur à la une avec Timar. Timar, la référence logistique. Vous avez regardé Entrepreneur à la une avec la gamme Topialis de SVR, le soin lavant qui remplace tous les autres. SVR, laboratoire dermatologique. Regardez Entrepreneur à la une avec Technocasa. Technocasa, bienvenue à la maison.